Comment reconnaître des obligations attractives dans le contexte actuel du marché? Nous sommes en effet dans un environnement de marché très particulier. Nous faisons face à des événements politiques bouleversants. Alors, comment peut-on encore identifier des obligations attractives dans ce chaos, dans le contexte actuel du marché? Nous nous battons pour votre argent. Oui, je veux dire, au final, même dans le domaine des obligations, on reste prisonnier du paramètre rendement-risque, n'est-ce pas? Donc, tout d'abord, c'est comme ça, je peux, et c'est un avantage tout à fait central, je peux d'abord voir combien je vais recevoir. Je peux voir l'avenir. Lorsque j'achète une obligation, je sais, en fonction du prix d'achat proposé, du coupon d'intérêt et de la durée, exactement quel sera mon rendement. Et on peut le voir dans les magazines, sur Internet, le rendement est même automatiquement calculé pour vous. Je sais combien je vais recevoir. Mais bien sûr, je dois aussi prendre en compte la solvabilité et vérifier si l'entreprise est en mesure de payer ses intérêts. C'est un aspect qu'il faut considérer. Mais maintenant, par exemple, dans le cas de Berkshire Hathaway, c'est comme ça. Il dispose de 300 milliards de liquidités. Dans ce cas, je considérerais donc la solvabilité comme bonne. Mais il faut bien sûr réévaluer cela individuellement pour chaque titre. Quelles sont les données clés importantes pour évaluer une obligation? Quels sont les indicateurs les plus importants pour évaluer une obligation? Eh bien, si je devais simplement en choisir deux, la première serait le rendement le plus bas, la fameuse yield to worst. C'est en fait un calcul modifié du rendement à l'échéance, la yield to maturity, et c'est difficile à calculer soi-même. Il est important de noter qu'avec une obligation, il existe, en plus de l'échéance finale, des possibilités pour l'entreprise de rembourser la dette par anticipation. En général, l'entreprise verse alors une prime, c'est-à-dire une compensation supplémentaire, mais cela conduit à un rendement global différent. Et pour calculer le rendement que je vais réellement obtenir, il ne suffit pas de calculer le rendement jusqu'à la fin de la durée, mais je dois prendre en compte chaque autre date de paiement des intérêts. Et si je prends parmi toutes les variantes possibles la pire de toutes, la plus basse, alors j'obtiens le rendement le plus faible, la yield to worst. Et cela donne une indication du rendement réel. Il peut parfois y avoir des cas où le rendement final est certes très attractif, mais la yield to worst, en raison de possibles dates de remboursement anticipées et du fait que l'obligation se négocie au-dessus de 100, fait que j'ai même un rendement négatif sur certaines dates de remboursement anticipé possibles. Il faut en tenir compte. C'est un point central. En ce qui concerne la sécurité, il existe de très nombreux critères qui peuvent être pris en compte. De notre point de vue, il y en a un seul qui est vraiment central, à savoir la question, si je dois en choisir un, c'est vraiment la question centrale, le rapport entre l'endettement et l'EBITDA de l'entreprise. Cela signifie que si je laisse de côté le paiement des intérêts et les amortissements, et que j'ai le bénéfice avant, intérêts, impôts et amortissements, et que je compare cela au montant total des dettes contractées, alors j'ai ainsi un indice du niveau d'endettement d'une entreprise. Et je dirais que les grandes entreprises sont souvent endettées à hauteur d'une fois et demie à deux fois et demie leurs bénéfices. C'est une structure de capital efficace. Il y a très peu d'entreprises qui n'ont absolument aucune dette et ce ne serait pas non plus efficace en ce qui concerne la structure du capital. Mais la question est alors de savoir jusqu'où une entreprise peut s'endetter par rapport aux bénéfices qu'elle réalise. C'est l'indicateur clé. Et là, c'est ainsi que nous disons que 3 à 4 fois, c'est déjà une valeur assez élevée. Au-delà, il faut vraiment regarder de très près. Et selon nous, c'est un indicateur clé en ce qui concerne la sécurité de l'entreprise et de l'obligation. Comment peut-on se protéger contre les risques de change avec des obligations internationales? Comment maîtriser les risques de change? Oui, je veux dire, le point le plus simple, c'est que je n'achète pas d'obligations avec un risque de change, mais j'achète des obligations dans ma propre devise. Et peut-être ce que très peu de gens savent réellement, c'est que l'une des raisons principales et fondamentales pour lesquelles l'euro a été spécifiquement introduit, c'était justement pour pouvoir disposer de suffisamment d'obligations financières sans avoir à prendre le moindre risque de change significatif, ce qui était un objectif crucial et stratégique pour la stabilité économique de la zone euro. Avant l'existence de l'euro, il était très difficile pour un Allemand d'acheter une obligation en francs français,
car cela impliquait un risque de change, n'est-ce pas? Grâce à l'existence de l'euro aujourd'hui, j'ai bien sûr beaucoup moins de risques de change et donc beaucoup plus de sécurité monétaire en ce qui concerne les fluctuations des taux de change. Mais nous voyons aussi des titres de devises attractifs en dehors de la zone euro. Pour les Européens, le risque de change serait donc nul si l'on n'achetait que des titres en euros. Et là, par exemple, nous constatons qu'en Scandinavie ou dans la zone dollar, il existe également des titres à taux d'intérêt très attractifs, qui offrent parfois plusieurs points de pourcentage de prime, parfois même chez le même émetteur. Il faut bien voir que c'est attractif, mais j'ai un risque de change. Nous pensons que la solution consiste à diversifier. Cela signifie que j'ai une partie en zone euro, mais aussi une partie en devises étrangères, où je peux peut-être trouver des opportunités plus agressives. Au Royaume-Uni, en livres sterling ou dans la zone dollar, j'obtiens maintenant 2 à 3% de plus. Et on peut ainsi les ajouter à son portefeuille et se constituer un portefeuille global. Ouvrir un compte en Suisse en tant qu'étranger est toujours une bonne chose. Si vous envisagez cela, on vous ouvre un compte en peu de temps, au maximum 2 semaines, et vous pouvez commencer à investir dans des obligations. Je vais vous organiser un rendez-vous avec Helge, où Helge sera présent et nous allons élaborer un portefeuille sur mesure adapté à vos besoins qui répondra à vos exigences. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez riches et restez riches.